webinaire est enregistré pour pouvoir diffuser le replay pour ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc, on est une team, une girl power aujourd'hui. Donc, je vais laisser les filles Emma, Alexia et Julia se présenter avant de démarrer le webinaire. Alors, Julia, si tu veux commencer, par exemple. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Julia Le Guillou et je suis chef de projet marketing au sein de Nomamundi. Donc, Nomamundi, c'est un projet de Visa Mundi et nous vous assistons dans les démarches d'obtention de visa de télétravail. Top. Exactement. Bonjour à tous. Moi, c'est Alexia et je travaille donc avec Julia chez Visa Mundi où je suis la responsable marketing. Et puis, Alexia qui nous parle d'une destination un peu atypique. On vous en parlera à la fin de ce webinaire. Bonjour à tous, moi c'est Emma, donc je travaille en tant que Community Manager chez Hollyworking. Et pour finir, donc moi c'est Flora, je suis en charge de la communication et du marketing chez Hollyworking. Donc Hollyworking, pour ceux qui ne connaissent pas notre solution, c'est un accompagnement pour les salariés et leur entreprise qui souhaitent partir 3 à 12 mois à l'étranger en télétravail. Voilà, donc bienvenue à tous. On est très contents de vous retrouver sur pendant ce webinaire. Donc, pour vous en dire un petit peu plus, on va commencer par évoquer les tendances visa télétravail et digital nomade avec Julia. Ensuite, on va vous parler des métiers compatibles avec ce mode de vie. Emma vous parlera des points d'alerte sur l'organisation à distance quand vous décidez de partir en télétravail à l'étranger. Et puis, la question que vous allez sûrement vous poser est votre entreprise dans tout ça. Et puis, enfin, le fameux témoignage de Alexia qui nous en dira un petit peu plus sur son expérience en télétravail au soleil. Alors, n'hésitez pas bien tous à couper vos micros. Ouais, s'il vous plaît. Top. Eh bien, on va pouvoir y aller. Très bien. Alors, bonjour à tous. J'ai mis une caméra pour pouvoir que tout le monde puisse me voir en même temps, mettre un visage sur un nom. Donc, je vais vous parler des tendances des digital nomades dans le monde. Donc, je tiens à préciser que c'est des chiffres qui concernent l'international et pas juste la France. Les digital nomades, c'est avant tout donc un mode de vie qui existe depuis de nombreuses années. On en a surtout entendu parler des suites de la crise de Covid-19, mais c'est vrai que c'est un mode de travail qui existe depuis très longtemps. En 2018, les nomades numériques, ils étaient plus nombreux à être employés par une entreprise. Donc, on voyait qu'il y avait vraiment une réelle tendance au sein des entreprises de faire confiance à leurs salariés pour partir télétravailler à l'autre bout du monde. On avait plus de femmes que d'hommes qui décidaient de tenter l'aventure du télétravail à l'étranger. On avait 42% des nomades numériques qui l'étaient depuis moins d'un an. En 2022, Alors, juste si la slide peut être passée. Merci. Donc en 2022, donc c'est-à-dire après le Covid-19, on a vu une réelle tendance qui a émergé avec beaucoup plus de personnes qui décidaient de tenter l'aventure. En 2022, on avait plus de 35 millions de nomades numériques dans le monde, ce qui est un chiffre quand même assez important. Alors, on ne t'entend plus, Julia. Si tu peux réactiver ton micro. Ah oui. Voilà, c'est bon. C'est bon, merci. Et on ne voit plus la présentation, si je ne me trompe pas. Non. C'est pas grave, tu peux continuer le temps que Antoine relance la présentation. Très bien.
Alors, comme je le disais, donc si la communauté mondiale des nomades numériques était un pays, elle se classerait au 41e rang en termes de population, juste après le Canada et le Maroc. Donc, on remarque quand même que c'est un réel mode de vie qui commence à immerger. La communauté des nomades numériques, actuellement, elle se répartit équitablement entre hommes et femmes, contrairement à comme je vous l'ai présenté juste avant, en 2018, où on avait plus de femmes que d'hommes qui décidaient de devenir télétravailleurs. Les 4 nationalités les plus courantes chez les nomades numériques, on va avoir les États-Unis avec 31% des nomades numériques, mais également le Portugal, l'Allemagne et le Brésil. Chez Nomamundi, on a réalisé plusieurs interviews de digital nomades et en général, ils nous disaient croiser dans leurs espaces de coworking beaucoup de personnes originaires des États-Unis. Donc, c'est quelque chose qu'on remarque surtout dans les espaces de coworking qui sont des espaces d'échange, de rencontres entre digital nomades à l'étranger. Quand un digital nomade va décider de partir à l'étranger, il y a forcément le choix de la destination qui est très très important et on va avoir plusieurs critères de choix qui vont permettre à la personne de s'organiser en amont avant son voyage parce que c'est une réelle décision très importante à prendre en compte. On va d'abord se renseigner beaucoup sur la destination avant de partir. On recherche plutôt une destination avec un faible coût de la vie, une qualité de vie relativement élevée. Un digital nomade va rechercher un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé dans la destination dans laquelle il va se rendre pour pouvoir réaliser beaucoup plus d'activités à côté de son travail. On recherche une vraie expérience, s'immerger dans la culture. On a également la question d'Internet et des connectivités rapides et accessibles. Le but, c'est de vraiment pouvoir télétravailler. Donc, télétravailler, c'est-à-dire avoir un ordinateur et une connexion Internet qui soit fiable, rapide, pour pouvoir répondre à ses clients à temps, pour pouvoir échanger avec ses collègues, son manager, ses clients, mais pouvoir vraiment être efficace professionnellement parlant. Un digital nomade, quand il part à l'étranger, en général, c'est tout seul. Donc, il a besoin de sécurité pour se sentir vraiment bien dans la destination parce que ça va être son chez-soi pendant entre 6 mois et 1 an. Donc, on recherche un faible taux de criminalité, une sécurité dans les déplacements à pied, un environnement sain et peu pollué, des expériences de plein air à côté qui soient accessibles et agréables. Et on va avoir également la grosse question qui concerne les visas. Alors, il existe des visas de télétravail. Donc, chez Nomamundi, on vous accompagne à en obtenir dans diverses destinations. Donc, un télétravailleur peut partir télétravailler à l'étranger dans le cadre de vacances. Ça va plutôt être sur sur une courte période. Mais si la personne décide de partir entre 6 mois et 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans. Les visas sont en grande partie, en majeure partie renouvelables. Par exemple, en Colombie, on peut partir pour une expérience de 2 ans pour vraiment s'immerger dans la culture. On cherche un visa qui va être avec un faible coût, une facilité d'obtention, disponible pour des séjours de longue durée qui sont autorisés avec des entrées multiples. Le but, c'est également de découvrir toute la région autour du pays de destination. Également la culture des cafés et du coworking. Les coworking, c'est vraiment des espaces très importants pour le digital nomade. Ça lui permet de sociabiliser, rencontrer des personnes qui sont également digital nomades, avoir la sécurité d'avoir une connexion Internet fiable. Donc ça, c'est des informations qu'on va rechercher en amont avant de partir en télétravail à l'étranger. On a également les expositions culturelles. Le logement est également une grosse question pour le digital nomade, car le logement représente 33% des dépenses d'un digital nomade. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir un logement où on se sente bien, qui soit confortable, également peu coûteux pour pouvoir réaliser des activités à côté. La possibilité de se déplacer à pied avec de bonnes options de transport public et le fait que la destination soit un centre de voyage central avec un aéroport majeur et des attractions à proximité, d'autres options de ville. Donc, je vous parle de visa de télétravail depuis tout à l'heure. Beaucoup ne sont pas au courant de ce qu'est un visa de télétravail, donc je vais vous expliquer le principe d'un visa de télétravail. Donc, les visas de télétravail, les premiers ont été lancés en 2020.
Donc on voit que c'est vraiment une tendance qui a émergé surtout avec le Covid-19 pour les destinations qui ont été oubliées, qui ont subi la crise de Covid-19 et l'arrêt total des voyages touristiques et d'affaires sur leur territoire. Donc le but premier, c'est vraiment de relancer l'économie de ces destinations-là. Ces visas de télétravail, on en entend surtout parler sous le nom Digital Nomad Visa. On voit par exemple dans des destinations telles que les Caraïbes où finalement l'économie, elle repose en majeure partie sur le tourisme. Donc c'est vrai que c'est très important de stimuler l'économie, de la relancer et d'aider ces destinations dans cette crise qu'il y a pu avoir avec cette crise sanitaire. Comme je vous disais, donc les premiers visas télétravail, ils ont été lancés en 2020. Aujourd'hui, on compte 53 visas de télétravail, programmes également de télétravail. Et cette opportunité, elle permet à ces pays de donner la possibilité à des étrangers de venir travailler dans leur pays sans pour autant s'attribuer le travail des locaux. On ne recherche pas à faire baisser le taux de chômage ou on ne cherche pas de la main-d'œuvre. On cherche vraiment des gens qui soient ouverts sur l'étranger, qui soient prêts à découvrir toutes ces belles cultures, les destinations, ces paysages. Donc, c'est vraiment donner l'opportunité à beaucoup de travailleurs de s'immerger dans la culture et de sortir de la routine professionnelle, d'éviter potentiellement un burn-out, de pouvoir s'épanouir personnellement, mais aussi professionnellement, parce qu'on sait que les deux sont liés. Donc, les télétravailleurs, ils sont présents pour une durée entre 6 mois et 1 an, voire une plus longue durée, pour dépenser leur salaire sur place et donc relancer l'économie du territoire. 80% des digital nomades préfèrent rester au même endroit pendant 3 à 9 mois. On voit que cette durée a tendance à s'allonger avec le temps. Que ce soit par rapport à l'écologie, on va chercher à avoir un tourisme beaucoup plus responsable, à rester sur place beaucoup plus longtemps, au lieu de revenir plusieurs fois dans la destination parce qu'elle nous a plu. On peut justement partir, ne pas quitter son travail pour autant, partir du jour au lendemain, mais partir dans une destination, garder son travail et découvrir une belle destination pendant 6 mois à 1 an. Surtout que donc en général, chez Nomamundi, on conseille à nos clients de rester le plus longtemps possible dans la destination parce que beaucoup décident de partir en famille. Et donc, c'est vrai que pour éviter de bousculer ses enfants, c'est bien de rester un peu plus longtemps pour qu'ils puissent ne pas être bousculés en changeant d'école régulièrement. On a les meilleures destinations selon Digital Nomad. On va avoir le Mexique, la Thaïlande, l'Indonésie et la Colombie. Donc maintenant, je vais vous parler des métiers compatibles Digital Nomad. Donc actuellement, je vous avais parlé des chiffres de 2018 à l'international, du fait qu'il y avait plus de salariés Digital Nomad dans le monde. Et maintenant, on voit en 2022 qu'il y a 83% des nomades numériques qui sont des travailleurs indépendants. Donc, on voit que la tendance s'inverse, mais elle est amenée à être équilibrée parce qu'on voit dans beaucoup de pays, avec le Covid-19, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire son travail à distance, que finalement, dans beaucoup de travail, on avait juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Donc, finalement, on est beaucoup plus ouvert sur la question. On voit que beaucoup de responsables d'entreprise commencent à être ouverts à la discussion, à s'intéresser au sujet. Donc, c'est vrai que c'est super que ça évolue de cette façon-là. On a beaucoup de Français maintenant qui ont le télétravail dans leur entreprise. En général, c'est plutôt 2-3 jours par semaine. Voilà. Et les professions les plus courantes chez les nomades numériques, on va avoir le marketing, l'informatique, le design, la rédaction et le commerce électronique, qui représentent 51% de toutes les professions des nomades numériques. Donc, en général, c'est les domaines auxquels on pense quand on pense nomade numérique, mais il y a beaucoup d'autres professions auxquelles on ne pense pas forcément. Donc, on a 14% des professions des nomades numériques qui sont des carrières qui ne sont pas communément associées au digital nomade. On va avoir l'architecture, la médecine, le droit, l'urbanisme, l'ingénierie, etc.
Donc finalement, tout le monde peut devenir digital nomade. Le commerce électronique et le coaching conseil, c'est les domaines les plus courants pour les nomades numériques qui possèdent leur propre entreprise. Alors donc, pour appuyer les propos de Julia, maintenant je vais vous donner des exemples de métiers compatibles, notamment à travers des cas concrets de nos Workers dans le monde. Donc, pour commencer, par exemple, on a Maëlys qui est, elle, juriste en marché public chez C2L Solutions. Donc, Maëlys a fait le choix de partir en Thaïlande. Ensuite, on a Axel qui est consultant en relations presse chez Oxygène. Il a choisi l'aventure Working en Afrique du Sud. On va également avoir Grégoire qui, lui, est business consultant pour la société The English Coach. Donc, lui a choisi la formule Globetrotter donc, pour partir à la découverte de 3 pays, qui est la Thaïlande, l'Indonésie et le Costa Rica. On a également fait partir une chargée de production, une responsable communication et marketing, qui est d'ailleurs Flora, présente sur ce webinaire, ou encore un chef de projet. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de profil type. Ce sont vraiment des jobs et des situations qui vont changer en fonction des situations des Holy Workers. Il est important d'avoir en tête que voilà, même si vous avez un rythme de télétravail de quelques jours par semaine en France, à partir du moment où votre mission professionnelle est 100% compatible avec du télétravail, vous avez très bien la possibilité de l'effectuer pendant quelques mois à l'étranger. Et puis d'ailleurs, je rappelle que la majorité de nos Holy Workers qui sont actuellement dans le monde, de base, n'étaient pas en 100% télétravail dans leur entreprise et ça n'a pas empêché leur entreprise d'accepter leur projet de voyage télétravail à l'étranger, à condition bien sûr d'être vigilant sur les points d'organisation à distance. Alors tout à fait, c'est vrai que quand on part télétravailler à l'étranger, il y a des points d'alerte qu'il est important d'avoir en tête, notamment au niveau de l'organisation à distance. Donc premièrement, vous vous en doutez, en tant que salarié, si vous pratiquez le télétravail, votre employeur va veiller à ce que vous soyez dans de bonnes conditions de travail. Il est donc important de retrouver ces bonnes conditions de travail-là à distance à l'étranger pendant votre séjour. Donc ça nécessite une certaine capacité d'adaptation. Ensuite, il est important de bien penser au décalage horaire. Voilà, si vous choisissez une destination qui est, où le fuseau horaire va être vraiment différent de celui de la France, il faut vraiment penser voilà, à ce décalage horaire-là, notamment si vous échangez, si vous êtes amené à échanger avec des clients ou vos collègues restés en France. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, pensez à privilégier donc un espace de coworking, comme Julia l'a évoqué précédemment, pour télétravailler en fait dans de bonnes conditions, avec voilà, une bonne connexion Wi-Fi, des bons locaux. Notamment, pensez à des bureaux privatifs pour passer voilà, des visioconférences ou des appels avec des clients ou des équipes. Ça, c'est vraiment important. Et enfin, il est préférable d'adopter des outils qui vont être faciles d'utilisation pour communiquer de façon fluide avec vos équipes restées en France. Et puis d'ailleurs, c'est aussi un moyen de garder un lien social avec vos collègues pour remplacer la pause café, la pause déjeuner, par exemple. Tout à fait. Alors, vous allez sûrement vous poser la question, comment ça se passe avec mon employeur? Parce que oui, en tant que salarié, il y a bien sûr l'entreprise à prendre en compte dans ce type de projet. Alors, il faut savoir que c'est très risqué de partir en télétravail à l'étranger sans un cadre juridique adapté pour vous, mais aussi pour votre employeur, sur 4 sujets: la fiscalité, l'immigration, l'assurance santé et le droit du travail. Donc, par exemple, le risque le plus évident dont je pourrais vous parler, c'est la prévoyance. La prévoyance qui vous couvre en France, eh bien, cette dernière couvre rarement des périodes de télétravail à l'étranger, de travail à l'étranger en général. Donc, s'il vous arrive quelque chose sur place, un accident du travail par exemple, eh bien, vous ne toucherez aucune rente en cas d'invalidité ou d'incapacité de travail par exemple. Donc ça, c'est un des points super importants à prendre en compte. Donc nous, Holy Working, on va lever justement tous ces verrous juridiques et contractuels pour encadrer au mieux votre projet en le sécurisant aussi bien pour vous que pour votre entreprise finalement. Donc, un petit coup de pouce parce que voilà, nous, on lève tous ces verrous, mais il faut bien rassurer votre entreprise. Alors, nous, un coup de pouce Holy Working, c'est nous qui nous occupons de convaincre votre employeur. Alors, c'est surtout Myriam, notre super RH, qui va présenter l'offre et votre projet directement à votre entreprise. Parce que par expérience, on sait que ça ne fonctionne pas toujours quand c'est vous qui essayez de vendre votre projet à votre entreprise. Voilà, c'est mieux qu'il y ait un échange d'expert à expert
Et généralement, Myriam y arrive très bien. Donc voilà, ça c'est le petit coup de pouce Holyworking qui n'est pas des moindres. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pardon, au fur et à mesure, et puis on n'hésitera pas à y répondre en fin de webinaire. Alors maintenant, la partie que vous attendez sûrement tous, c'est le témoignage d'Alexia qui nous parle en direct live de l'île Maurice. Alors Alexia, peut-être que tu peux te présenter et puis surtout nous dire combien il fait actuellement à l'île Maurice. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis chez Visamundi depuis à peu près 1 an et demi. Et donc, en fait, l'idée de ce départ à l'étranger avec Holyworking, il est né l'année dernière, sachant qu'on avait déjà une collaboratrice qui avait fait l'expérience Holyworking au Costa Rica. Donc, nous, on a choisi Maurice. Alors, je dis nous, je vais expliquer un peu plus tard pourquoi. On a choisi Maurice et actuellement, il fait 30 et à vrai dire, il fait à peu près tous les jours cette température. Donc, c'est assez agréable. Ouais, je me doute que c'est plutôt agréable en effet de se rendre au coworking à pied tous les matins. Alors, peut-être que Alexia, tu peux nous présenter justement ton projet. Bon, la destination, voilà, on la connaît, mais la durée, tu as dit nous, donc peut-être expliquer avec qui tu es partie, voilà, nous en dire un petit peu plus. Oui, pas de problème. Alors effectivement, j'ai eu l'opportunité, surtout sur le plan personnel, de pouvoir partir à l'étranger. C'était l'occasion, donc comme je le disais, comme on avait déjà fait cela par le passé avec une collaboratrice, l'idée est née dans ma tête en mode pourquoi pas moi, pourquoi je ne tenterais pas aussi l'expérience. Donc j'avais pour idée de choisir une destination qui n'ait pas trop de décalage horaire avec l'équipe en France. Donc au vu du catalogue de Holyworking, on avait plusieurs choix. Notamment Cap-Vert, Afrique du Sud et île Maurice. Donc, pour le coup, je me suis dirigée vers l'île Maurice pour une durée de 3 mois. Et en parlant avec mon équipe un soir à Nantes, puisque Visamundi est basé à Nantes, je me suis aperçue qu'une collègue à moi, au pôle production, était intéressée par le même projet. Donc, de partir à l'île Maurice pendant 3 mois à partir de janvier, février de cette année. Du coup, on s'est dit qu'on allait proposer cette formule duo à notre direction. Et c'est comme ça qu'on a atterri ensemble à l'île Maurice. Top. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre leurs aventures sur Instagram. Je vous ai mis le lien dans la conversation. Alexia et Clarisse nous partagent leur quotidien à l'île Maurice et c'est plutôt chouette, j'avoue. Yes. Peut-être qu'Alexia, tu peux nous parler également de la mise en place de ton projet avec Holyworking, avec ton entreprise en amont, toutes les démarches administratives, contractuelles. Oui, bien sûr. Déjà, la première chose, c'est d'en toucher un mot à sa direction, voir un petit peu ce qu'on en pense. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Et ensuite, je me suis donc adressée à Holyworking pour pouvoir recevoir une simulation du coût du projet dans sa globalité, puisque partir comme ça sur un long séjour, ça a quand même un coût, ce qui est normal. Donc, Holyworking envoie une simulation en fonction de la destination qu'on vise et puis de la durée également. Et une fois que ça a été fait, ça a vraiment enclenché tout le reste des démarches avec Holyworking qui se charge donc de tous les sujets un petit peu anxiogènes et énergivores qui peuvent composer un séjour, comme l'assurance, la mutuelle, les contrats en tout genre, des sujets qui ne sont pas forcément fun et qu'on ne maîtrise pas forcément non plus. Donc ça, c'est une sérénité en plus pour nous en tant qu'Holyworker d'avoir cet accompagnement. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on a quelqu'un sur place qui nous accompagne avant le séjour et une fois qu'on arrive. C'est un Holy Coach, comme on le dit dans le jargon. Nous, il s'agit de Tess. C'est une personne qui est expatriée depuis 5 ans à l'île Maurice. Et Tess, en fait, nous a aidé déjà à trouver un logement avant qu'on arrive sur l'île, et puis aussi à trouver un espace de coworking où on pourrait s'installer avec Clarisse pour travailler. Donc ça, c'est pareil, c'est agréable de pouvoir avoir un soutien qui est vraiment basé sur place et qui ne peut pas se tromper, à vrai dire, sur ces sujets-là. Et comme ça, une fois qu'on arrive, tout est prêt et
c'est agréable. Et puis ensuite, Tess est aussi présente sur place si on a besoin. Elle est très réactive par message, si on a besoin de conseils, d'un bon plan, si on a un problème même d'ailleurs. Donc c'est un bon point. C'est un bon point pour nous. C'est rassurant, en effet. Tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous faire rêver, Alexia, ou pas d'ailleurs, en nous parlant de ton organisation à distance, en nous parlant d'une journée type, comment ça peut se passer pour toi au quotidien à Maurice? Oui, alors nous, il faut savoir qu'on a 3 heures d'avance sur la France. Ce qui fait que le matin, quand on se connecte avec Clarisse, notre équipe en France n'est pas encore réveillée. Donc, on a toute la matinée pour en fait avancer sur nos tâches respectives sans être, entre grands guillemets, dérangée par l'équipe. Donc, on est assez productive aussi sur ce temps-là. Donc, de 8h30 à midi et demi à peu près, on travaille comme ça. Après, on prend une pause déjeuner, bien sûr, au soleil. On a une super belle terrasse à l'espace de coworking qui est très agréable. Et puis ensuite, tout l'après-midi, donc de 1h30 à 16h30, c'est une plage horaire pour nous qui est dédiée à la France pour pouvoir faire nos réunions quotidiennes, voire hebdomadaires avec notre équipe basée à Nantes. Et puis aussi, en tout cas pour ce qui me concerne, caler tous les rendez-vous clients, partenaires B2B qu'on peut avoir. Donc, ça fonctionne comme ça pour le travail. Et puis ensuite, à 16h30, on décroche et puis on ferme les ordi et on se dirige à la plage pour se détendre. Ou alors, on prend un chauffeur et puis on va un peu plus loin sur la côte découvrir un nouvel endroit. On va boire un verre dans un nouveau bar, on explore et puis on a à peu près 2 heures, 2h30 avant que le soleil ne se couche. Donc, il nous reste un petit peu de temps quand même pour en profiter. Et puis après, tout le week-end, dans tous les cas, on est toujours parti en vadrouille. Donc, on profite autant qu'on peut dès qu'on a du temps libre. En effet, ça fait rêver. Alors, justement, pour les personnes peut-être qui s'interrogent sur la question du décalage horaire, toi, comment ça se passe justement? Est-ce que c'est suffisant d'avoir une demi-journée en commun avec ton équipe en France? C'est même pas une demi-journée, pour être absolument honnête. C'est un créneau officiellement de 2 heures. Donc, effectivement, il faut bien jongler avec tout ça. Cependant, jusqu'à présent, j'ai eu aucun souci. Les échanges restent fluides. On arrive toujours à communiquer. En fait, ça n'a pas changé grand-chose, en tout cas de mon point de vue. Donc, c'est tout à fait gérable. Et donc, il suffit de prendre le décalage horaire, en main dès le départ. Et puis après, ça roule tout seul. Bon, super. Ça n'a pas impacté en tout cas tes échanges avec ton équipe? Non, aucun impact. Après, encore une fois, on n'a pas beaucoup de décalage. Finalement, 2-3 heures, ça reste convenable. Je suppose que quand on a un décalage de 8 heures à 10 heures, 12 heures, si la personne est à l'autre bout du monde, ça peut être un peu plus compliqué. Mais pour nous, je pense que ça fonctionne bien. Bon, super. Alors, ton ressenti, pour l'instant, ça fait 2 mois, tu le disais, que tu es à l'île Maurice. Ton ressenti sur ton expérience actuellement en termes justement de productivité au travail, ton enrichissement pro-perso, voilà. Comment te sens-tu? Je me sens très bien. Merci de demander. Non, en fait, les départs en long, moyen séjour, j'en avais déjà fait par le passé. Donc, quand je suis partie à Maurice, je n'avais pas forcément d'appréhension à ce niveau-là. Et au contraire, j'ai été confortée en fait dans cette idée que ce mode de vie, ce mode de travail, comme le disait Julia, me convient parfaitement. Ça peut ne pas convenir à tout le monde, effectivement, si on se sent peut-être un petit peu seul, un peu éloigné de son équipe ou quoi que ce soit. Mais pour moi, tout va bien. Pour le côté pro, j'ai envie de dire qu'il y a quand même besoin de déléguer davantage, encore plus que ce qu'on fait déjà, puisqu'il y a des choses que moi, je ne peux plus faire étant basée à Maurice. Typiquement, dans mes missions du quotidien, enfin, en tout cas des missions qui reviennent souvent, ce sont les déplacements en salon ou présents sur des événements, peu
peu importe le sujet. Enfin, peu importe, non, il faut quand même qu'il y ait un lien avec Visamundi, évidemment. Mais en tout cas, là, je ne peux pas faire un déplacement à Paris ou en Europe. Donc là, je dois vraiment proposer à mon équipe de prendre la main sur cette tâche-là. Et donc, pour moi, c'est un exercice... j'ai aucun mal en fait à déléguer, je fais confiance à mon équipe, il n'y a aucun souci, mais c'est pour dire que la mission doit être partagée et même pour le collaborateur qui se voit attribuer la tâche, c'est aussi bien aussi pour cette personne qui peut voir un petit peu une autre mission, diversifier ses tâches, voir autre chose. Donc ça, c'est un point qui est quand même, je pense, profitable pour tout le monde. Bien sûr. Après, ce que j'aime dans ce mode de vie, c'est que c'est pas les vacances, on travaille, donc il y a quand même une routine qui s'installe finalement. Mais c'est pas la même routine qu'on a en France, qu'on connaît par cœur depuis toujours. Et donc, c'est beaucoup plus rythmé déjà. On fait des choses qu'on ne ferait pas forcément en France, alors qu'on peut tout à fait les faire, hein, mais c'est juste qu'on ne prend pas le temps de le faire, comme on est vraiment centré sur notre truc qu'on connaît depuis toujours. Donc, il y a un côté aussi vraiment dépaysement et on profite autrement. Et en plus, on rencontre de nouvelles personnes. Donc, pour moi, c'est OK à 100%. Bon, super. Eh bien, écoute, merci Alexia. Peut-être une idée d'une autre destination en tête pour plus tard? Comme je le disais au départ, comme je tiens vraiment à ce qu'il y ait peu de décalage horaire avec la France et comme j'hésitais donc avec le Cap-Vert, pourquoi pas. Je serais peut-être pour cette destination-là si jamais je devais renouveler l'expérience Working. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, pardon. Eh bien, merci Alexia pour ce beau témoignage qui a dû en faire rêver plus d'un, je pense. On va maintenant passer au temps de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et puis on va y répondre. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Alors, d'ailleurs, une question pour toi, Alexia. Le processus de la source, alors pardon, je ne sais pas quel est le prénom. Alexia, le processus dans son intégralité a pris combien de temps entre le moment où vous avez soumis la demande à votre direction et votre départ? Sachant que l'entreprise avait déjà validé l'expérience, avait déjà validé la solution en amont grâce à Eva qui était déjà partie. Oui, absolument. Eh bien, j'ai fait ma demande à ma direction de mémoire début octobre de l'an dernier. Et puis après, le temps qu'il y ait différents échanges, qu'on reçoive aussi la simulation de l'e-working, on est parti avec Clarisse le 28 janvier. Donc, mais c'était déjà prêt avant, en fait. Donc, je dirais qu'il a fallu à peu près 2 mois et demi, max. Ouais, voilà. Alors, en fait, nous chez Hollyworking, justement, on préconise à nos futurs Hollyworkers de prévoir de commencer son projet 6 mois en avance, on peut dire entre 3 et 6 mois, justement pour prendre le temps de régler tous ces sujets administratifs, d'échanger avec le Holly Coach pour trouver un logement et qu'il n'y ait pas de précipitation quant à justement la préparation de ce projet. Alexia, toi, c'était différent parce que, comme je l'ai dit, l'entreprise avait déjà validé le concept, donc c'était plus facile. L'offre avait déjà été présentée à Sébastien, ton boss. Oui, absolument. Tout à fait. Après, il y a quand même un argumentaire à apporter Bien sûr. À sa direction, même si d'autres collaborateurs ont eu l'opportunité. Ça dépend aussi après de chaque poste, de chaque rôle, j'ai envie de dire, dans l'entreprise. Il peut y avoir des facteurs qui jouent et qui font que la réponse peut être différente. Mais Bien sûr. notre Sébastien est très ouvert sur le sujet du télétravail et très sensibilisé. Donc, au final, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. Bon, d'ailleurs, on lui fait un petit coucou s'il nous regarde aujourd'hui. Merci Fanny pour ta question. Alors, Guillaume, 6 heures de différence, ça peut être sport par moment. Et puis, je vais également répondre à Servan en même temps qui demande comment ça se passe dans les destinations qui ont plus de décalage horaire que l'île Maurice. Alors, en fait, ça nécessite quand même une adaptation, comme le disait Alexia. Alexia, elle a choisi de commencer à 8h30 le matin. Après, il est possible, par exemple, je pense au Mexique, et je prends mon cas justement quand j'y étais, où moi, j'avais décidé justement de commencer
tôt au Mexique, 5 ou 6 heures du matin, pour justement être directement en synchrone avec les équipes françaises. Après, ce qui est bien, c'est quand même de garder une demi-journée en commun avec les équipes françaises, comme le disait Alexia, pour travailler sur des sujets de fond le matin ou l'après-midi, et puis inversement, pour justement échanger avec ses collègues et ses clients en France. Donc ça fait partie du jeu. Comme le dit Guillaume, c'est des choses qui s'organisent en amont, c'est des choses surtout à en parler avec l'entreprise, parce que tous les jobs ne sont pas compatibles justement avec ce décalage horaire. Mais dans tous les cas, rien n'est impossible. Alors, je continue les questions. Alors, plus pour Alexia, là, ça a suscité beaucoup d'intérêt suite à ton témoignage. Alexia, en termes de frais de logement, est-ce comme la France? On parle de l'île Maurice, là. Alors, nous, on est basé à Gambé avec Clarisse à Maurice. Donc, on est au nord de l'île et c'est la partie de l'île la plus touristique. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Après, par rapport à la France, nous, justement, on se disait que c'était moins cher. Parce que, pour tout vous dire, on est deux, on partage le loyer, bien sûr, mais le loyer est à 1 000 €. On a un grand appartement, on a 2 chambres, on a un balcon, on a vue mer. Donc, on se disait que 1 000 € à deux, c'était carrément jouable par rapport à la France. Enfin, ça ne nous a pas choqué outre mesure. Et au contraire, finalement, c'est même moins cher qu'un loyer à payer seul dans le centre de Nantes, par exemple. Bien sûr. Et puis, le coût de la vie sur place est quand même plus abordable que celui en France, en termes de justement d'activité. Oui, alors ça va dépendre quand même de la zone où on se trouve. Mais globalement, effectivement, le coût de la vie est quand même moins cher à Maurice qu'en France. Ouais. Voilà. Encore une fois, ça dépend de la façon dont on souhaite vivre sur place. Aussi, oui, tout à fait. Alors, Brigitte, pour répondre à ton autre question, Alexia, as-tu la possibilité de prolonger si tu souhaites renouveler 3 mois? Alors, je pense qu'il ne faut pas poser cette question à Alexia parce que peut-être qu'elle en meurt d'envie. Mais en tout cas, nous, dans le processus Holyworking, c'est possible de renouveler l'expérience, mais à condition que l'entreprise soit d'accord, bien sûr. Hein, Sébastien, si tu m'entends. Oups. Alors, Céline, est-ce que votre contrat de travail change? Alors, non, le contrat de travail reste actif. Ça, c'est important. En fait, il va prendre la forme d'un avenant au contrat de travail qui stipule que vous êtes en télétravail à l'étranger, tant de temps et à tel endroit. Voilà. Mais le contrat de travail, votre contrat de travail ne change absolument pas. Donc, il n'y a pas d'obligation à passer en freelance, loin de là. Alors, Aurélie, accompagnez-vous aussi les personnes qui sont en freelance? Alors, nous, notre cœur de métier chez Holyworking, c'est le digital nomadisme salarié. Alors, on peut accompagner les freelances, mais ce n'est pas notre spécialisation. Là, c'est surtout Nomamundi qui va pouvoir vous répondre justement. Alexia, oui, justement, pour les visas de télétravail, on va cibler que ce soit salarié, freelance, indépendant. C'est vrai que la cible est quand même assez large. Donc, on peut accompagner les freelances dans leur obtention de visa de télétravail. On a également des partenaires de confiance comme Holyworking pour vous accompagner sur d'autres sujets. Voilà. Exactement. Merci, Julia. Alors, je n'ai pas répondu à toutes les questions. On va peut-être clôturer ce webinaire parce que le temps passe. Donc, je vais vous mettre dans le chat de suite un lien pour nous recontacter, soit la team Holyworking, soit la team Nomamundi, pardon. Donc, voilà, n'hésitez pas à remplir, à se rendre sur cette petite page, à remplir un formulaire et puis on n'hésitera pas à vous recontacter justement suite à ce webinaire. Alors, il y a deux questions qui se sont rajoutées. Une expérience Holyworking est-elle possible avec des enfants? Bien sûr. Au contraire, c'est même vivement conseillé. On a beaucoup de Holyworkers qui sont partis en famille. C'est une super expérience pour les enfants. Donc, justement, le Holy Coach qui accompagne en amont pour le logement accompagne également pour trouver l'école des enfants en amont. Donc, on ne peut que recommander cette expérience en famille.
Voilà, donc je clôture ce webinaire avec cette dernière question. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous rendre sur la page que je vous ai mis dans le chat. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir été si nombreux. En tout cas, merci les filles d'avoir animé ce webinaire avec moi. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.